Bonsoir. Moi, c'est mon premier Cancamp, donc voilà, je suis un peu ému. Go 2025, bon, vous vous en doutez, on va parler un peu langage informatique, le Go. On va parler un petit peu aussi d'une notion que certains ont peut-être déjà croisée, certains en ont peut-être déjà entendu parler. Là, l'intérêt il va être de placer un langage dans cette vision du boring, de l'ennui. Donc je suis désolé, il fait beau dehors et moi je vais vous faire une conférence de 45 minutes sur l'ennui. Donc voilà, j'ai essayé de faire 45 minutes. Il y aura un quart d'heure de questions. Les slides techniques sont numérotés, donc si jamais vous avez des questions, essayez de rattraper le numéro, pouvoir poser des questions si vous voulez qu'on vienne sur le slide. Si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave, mais voilà, je vous le dis, soyez pas surpris. Des petits numéros, et puis bah, écoutez, on va commencer. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, bah, moi je m'appelle Christophe Lecroc, certains avec qui j'ai travaillé dans la salle, d'autres peut-être on s'est croisés ici. Je suis développeur back-end, principalement sur du Go, un petit peu de PHP aussi sur les dernières années. Je suis donc intervenant, formateur, choisis le terme qu'on veut, dans une école d'ingénieurs à Rennes. C'est un petit peu de pub, c'est Sub de Vinci, voilà, je leur fais des cours de Go en l'occurrence, et aussi optimisation, etc. Et plus récemment, je m'intéresse à me diversifier un petit peu, donc avec du DevOps et un pendant un peu plus sécuritaire, voilà, avec cette notion un petit peu de DevSecOps qui se prête très bien au Go. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi après. Et sinon, bah, pour compléter cette présentation, bah, je suis freelance depuis 2 ans et demi à peu près. Et vous pouvez retrouver 2-3 petites infos, il est en chantier, mais voilà, il y a les infos principales sur mon site. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai essayé de mettre des articles et mettre des choses un peu plus régulièrement que ce que c'est actuellement. Et pendant que je suis dans les présentations, bah, du coup, je vous présente la petite mascotte, parce que vous allez voir, j'ai surabusé. C'est la mascotte de Go, c'est les gophers. Donc voilà, vous verrez que sur certains slides, il y a un sens, il y en a d'autres, c'est purement décoratif. Alors, pourquoi un talk sur l'ennui et le Go? Alors, il faut savoir que Alexis, ici présent, et moi, un jour, on parle, je lui explique que j'aimerais bien faire un Cancamp. Et puis Alexis commençait le Go à l'époque, et on discute, et puis il y a cette phrase qui me reste un petit peu, où il me dit, bah, le Go c'est chiant mais c'est bien. Alors là, il y a un paradoxe. Je me dis, mais ok, c'est chiant, mais c'est bien, c'est vrai, c'est un sentiment que j'avais déjà connu. Mais alors pourquoi? Pourquoi c'est chiant et que c'est bien? Pourquoi du négatif et du positif? Et alors c'est en fait là-dessus que bah, j'ai voulu extrapoler un petit peu et je me suis demandé, bah voilà, déjà, qu'est-ce que c'était l'ennui? Je me suis dit, on va reprendre la base. Qu'est-ce que c'est l'ennui pour un humain, pour un développeur? Eh ben, l'ennui, c'est l'absence de stimulation. C'est tout simple, je vous fais vraiment, je prends le concept au plus bas niveau. Si vous n'avez pas de stimulation, assez rapidement, vous vous ennuyez. Et ça va être intéressant pour nous, développeurs, parce qu'on est humain, mais on est aussi des professionnels. Pour la plupart d'entre vous, je pense que c'est votre cas, mais voilà. Donc, les stimulations, c'est très satisfaisant pour notre ego, pour plein de choses. Mais d'un autre côté, bah, on va voir que parfois, la stimulation, ce n'est pas forcément ce qui va servir le projet, ce qui va servir le logiciel, etc. Et alors, du coup, bah, si on ne veut pas de stimulation, bah, il faut de la simplicité, il faut du pragmatisme, c'est-à-dire aller droit à l'essentiel. Il faut de la stabilité. Si vous avez des éléments comme ça inopportuns que vous ne savez pas gérer, ben, malheureusement, ça vous crée du hasard. Et on sait que le hasard, c'est une source de stimulation. Il suffit de voir le casino, il suffit de voir les jeux de hasard de manière générale. Et puis, le dernier critère que moi j'ai voulu mettre en lumière, c'est la prédictibilité. Donc la prédictibilité, c'est est-ce que les choses vont se passer telles qu'on le suppose? D'accord? Donc là, bon, je vous vends un concept, voilà, je vous dis, on fait du négatif avec du positif. Si on prend les 4 adjectifs que j'ai sélectionnés, vous voyez bien que dans l'ensemble, on est sur quelque chose de positif. D'accord? C'est quelque chose qu'on va avoir tendance à rechercher quand on est dans l'ingénierie logicielle. Des choses simples qui vont droit au but et puis sur lesquelles on peut s'appuyer, sur lesquelles on peut avoir confiance.
Donc ce mouvement boring, alors je vais faire la transition boring ennui, enfin vous m'excuserez, je passerai de l'un à l'autre en fonction, parce que c'est vrai que le mouvement étant d'origine anglo-saxonne, bah, c'est vrai que dans la littérature ou sur internet vous trouverez plus parler de boring, mais voilà, moi j'ai utilisé, je me le suis réapproprié avec la notion d'ennui, mais c'est quelque chose d'assez vieux, hein, ça a été formalisé il y a une dizaine d'années, donc par un monsieur qui s'appelle Dan McKinley, qui est un ancien de chez Mailchimp. Je crois qu'il est plus chez Etsy. Il me semble que voilà, c'était des entreprises dans lesquelles il est passé. Qui a fait une conférence, qui a fait un article. Je vous encourage à aller le voir si ça vous intéresse. On va en parler un petit peu aujourd'hui. Ça serait une introduction, mais lui a vraiment traité le sujet. Et pour le coup, en fait, le but du jeu, c'était vraiment de sélectionner les quelques petites citations qu'il a fait remonter. Vous en trouverez d'autres, hein, vraiment, je vous encourage, si ça vous intéresse, à aller voir le deuxième lien, hein, c'est celui qui va contenir la conférence qu'il a fait. Et en gros, bon, si je vous l'ai traduit un petit peu mot à mot vulgairement, hein, c'est en gros privilégier les technologies qu'on maîtrise bien avec des modes de défaillance qu'on va connaître. D'accord, en gros, connaître les points faibles et s'approprier des technos pour lesquels on est confiant, pour lesquels on a une certaine maîtrise. Ensuite, en gros, préférez les choses qui vous laissent vous concentrer votre attention sur ce qui compte vraiment. Je vais revenir un petit peu sur ça, mais voilà, l'idée c'est de si on doit prendre un point de vue pour le coup métier, enfin pour le coup informatique professionnel, ça va être de s'intéresser au métier plus qu'à la technique. Bon, c'est sa vision, hein, je la transpose un peu dans notre cas aussi. Et puis, le dernier point qui me paraissait assez intéressant aussi, c'est de maîtriser les outils qu'on choisit. D'accord ? Alors, pour paraphraser, ou du moins pour remettre un petit peu dans le contexte qui va nous intéresser, puisque nous, on est quand même globalement venus pour savoir en termes de dev, en termes de production logicielle, etc. Pour bien s'ennuyer, voilà, je vous ai fait une petite liste des choses au niveau professionnel. Certains ont peut-être déjà entendu parler de ça, c'est un très vieux principe. C'est le rasoir d'Occam. Il y a deux écritures, hein, donc ce n'est pas une faute si certains tiquent un petit peu. Le rasoir d'Occam, c'est un très vieux principe. Vous en avez certainement entendu parler avec toujours privilégier la solution la plus simple. D'accord ? Ce n'est pas la plus simpliste, mais c'est la plus simple. Et c'est quelque chose qui a été transposé dans quelque chose de beaucoup plus récent, qui est la philosophie KISS. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, philosophie, c'est peut-être un grand terme, mais le keep it simple, stupid. Faites-le simplement de manière naïve. Je vous ai mis le lien, pareil, si vous voulez vous intéresser, rasoir d'Occam, privilégier la solution la plus simple. Si je dois faire une petite métaphore, c'est si vous entendez galoper, pensez à un cheval plutôt qu'à un zèbre. Voilà. Pour bien s'ennuyer aussi, il faut fuir la hype. C'est-à-dire que la nouvelle techno qui a l'air trop cool, avec lesquelles on fait plein de choses, celle-là, on va essayer de se dire, on ne va pas l'utiliser pour un projet en prod où on a un client qui nous attend avec un besoin de respecter les deadlines, de respecter une certaine qualité de code, etc. Éviter la surqualité. Alors ça, c'est pareil, ça c'est un défaut de développeur, hein. J'en fais partie, mais on se laisse un peu avoir par l'ego. On se dit, ça serait trop bien de faire de la performance, de faire des choses ultra chiadées pour considérer tout un tas de cas de figure. Bon, parfois, en fait, non, le logiciel, il ne va pas évoluer et vous avez passé beaucoup de temps à faire quelque chose qui va être jeté ou quelque chose qui, de toute façon, n'aura pas été exploité à son maximum. Anticiper uniquement les risques. Parce que oui, ce n'est pas parce qu'on cherche des solutions simples que pour autant il faut être... voilà. Mais il rejoint un petit peu le point précédent, c'est on ne considère que ce qui va être vraiment très problématique à court terme, ou voilà, quand il y a des considérations de sécurité, de périmètre qu'on veut bien jalonner, mais pas anticiper tout le reste. Et ensuite, avoir un processus de production de code routinier. Alors, je vous ai pris un exemple du TDD, le Test Driven Development. C'en est un qui me paraissait pertinent, puisque pour ceux qui connaissent un petit peu, pour les autres, je vais aller très rapide dans la description, mais c'est vous construisez les tests avant de construire votre code. Et ça, vous vous rendez bien compte que du coup, c'est du travail en plus, du travail qui n'est pas forcément, où il n'y a pas une intelligence forte, c'est assez répétitif de recréer des tests tout le temps.
Mais d'un autre côté, vous avez un processus qui est cadré et qui vous permet d'aller de A à Z en maximisant la qualité de votre code. Ok, bon, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu voilà, ce qu'on entendait par le mouvement boring, je vous reprends vraiment le Go. Donc, c'est un langage qui n'est pas si récent. Ça a été créé en 2009 donc, par 3 ingénieurs chez Google, donc Robert Grismer, Rob Pike et Ken Thompson. Donc voilà, il y avait des problèmes pratiques à résoudre. Hein. Dans les années 2009, on avait déjà des serveurs avec des processeurs multicœurs depuis longtemps. On avait déjà pas mal de choses, des problèmes réseau, vous vous en doutez, dans des entreprises comme Google, avec des langages qui n'étaient pas forcément adaptés. Donc le but, ça a été de faire un langage qui soit simple, qui soit performant, qui soit rapide à compiler et qui soit facile à comprendre. Au moins facile à lire, voilà. Facile à se réapproprier. Je vous ai mis quelques petits noms de logiciels. Certains vous parleront peut-être plus que d'autres, mais je pense que vous avez certainement entendu parler de Docker, peut-être Kubernetes, voilà, en fonction de ce que vous avez pu voir. Alors la liste est loin d'être complète. Je vous ai pris des noms qui ressortaient fréquemment. Ok, et donc sur toute la liste d'adjectifs que je vous ai donnés tout à l'heure, en fait c'est un petit peu ça qui a été pris comme guideline pour définir le langage. Si je prends des exemples précis pour le Go, c'est qu'il n'y a pas de fonctionnalité de niche. C'est-à-dire qu'en fait c'est un langage qui se veut généraliste, assez basique dans l'approche. Vous allez voir que voilà, on n'a pas d'héritage complexe. On va avoir des mécanismes pour agencer les choses, mais rien de comparable à ce qu'on peut trouver en Java, C++, etc. On a 25 mots-clés, donc j'y reviendrai, là il y a un slide dédié à ça pour vous montrer un petit peu comment on peut faire pour avoir si peu de mots-clés. Pour vous donner un ordre de comparaison, hein, c'est pas voilà, je pense que c'est valable dans beaucoup de langages. JavaScript, on est quasiment sur une 50aine. D'accord ? Donc tout ça, c'était fait pour que, en fait, on ait des développeurs qui puissent se concentrer sur ce qui se passe dans le code et pas sur la façon dont ça a été écrit, pas sur la syntaxe, pas sur tout ça. Et vous allez voir que là aussi, on y reviendra un petit peu, mais c'est quelque chose qui est vraiment au cœur du langage pour faire en sorte que les gens puissent se dédier à leur code. Alors, c'est un langage compilé. Donc compilé, je vous le fais très court, mais vous avez votre code source d'un côté. Vous appliquez une transformation pour le passer en langage machine, c'est-à-dire un langage qui sera interprété par votre processeur avec un typage fort. Donc un typage fort, là encore, je vais vulgariser énormément, hein, les puristes me pardonneront, mais un typage fort, c'est que pour chacune de vos variables, vous allez devoir renseigner un type qui ne pourra pas changer. D'accord ? Si vous déclarez une chaîne, vous avez une chaîne. Si vous déclarez un entier, vous aurez un entier. Vous ne pouvez pas mettre une chaîne dans un entier. D'accord ? Donc ça, c'est un intérêt quand même assez énorme, c'est que quand vous allez compiler, votre compilateur peut déjà vous dire, là, vous risquez d'avoir un problème, là, voilà. Il y a des choses qu'on aurait eues au runtime, donc c'est-à-dire quand on va exécuter le programme, ça peut être des bugs qui surviennent voilà, à l'exécution. Et oui, runtime, exécution, hein, excusez-moi, il y a certains termes que je n'ai pas traduits. Dans ce qui va nous intéresser aussi énormément, c'est la bibliothèque standard. Alors, ce que j'appelle la bibliothèque standard, c'est tout ce qui est fourni quand vous installez Go sur votre machine. D'accord ? Donc, c'est tous les packages qui viennent en plus du langage et qui sont extrêmement riches. Ça, c'est un des très, très gros points forts du langage. Pour que vous puissiez vous schématiser, tout ce que j'ai mis dans la présentation, on va voir des points techniques par la suite, il n'y a aucune librairie d'installer, tout est natif avec l'installation de Go. Et le dernier point, alors ça c'est un de ceux qui me paraît le plus intéressant par rapport à tous les adjectifs que je vous ai donnés tout à l'heure, je pense que vous commencez à remettre un petit peu simplicité, etc. Mais c'est la rétrocompatibilité. En gros, la rétrocompatibilité, c'est-à-dire que vous prenez un programme que vous avez écrit dans la version 1 il y a 5 ans, vous voulez le compiler avec Go actuel, la version 1.24, et ça va fonctionner. D'accord ? Vous n'avez pas de breaking change à l'intérieur de la version. Je vous ai mis, il y a toute une explication pour ceux qui voudraient creuser un petit peu ces histoires de rétrocompatibilité. Alors,
Qui utilise Go? Alors je vous ai sorti un index qui est l'index TIOB, certains le connaissent peut-être. Pour les autres, c'est un index. Je considère que ce n'est pas une source voilà, non plus péremptoire, mais ça permet de visualiser. Pour vous donner un petit ordre d'esprit, enfin voilà, j'ai été voir, je crois que c'est en 2021, le Go était 11e, donc on voit que bah, là, il est passé 7e, il y a une progression. Ce qui va m'intéresser, c'est plus ça, vous voyez que bon, il mélange SQL, voilà, est-ce que le SQL est à comparer avec d'autres langages de programmation? Bon, c'est un peu de la même, Visual Basic me paraît extrêmement haut, mais bon, l'idée c'est de se représenter voilà, la présence des langages. Alors, est-ce que c'est révélateur de ce qui se passe en France? Je ne suis vraiment pas convaincu. Je pense que voilà, il faut le prendre avec des pincettes, mais bon, c'est un index qui ressort souvent quand on parle popularité des langages. Donc, là où je voulais en venir, c'est que bah, voilà, c'est quand même un langage qui est relativement présent. Bon, le fait qu'il l'ait mis au-dessus du PHP, c'est pas un tacle. Hein. Voilà. Ça m'a étonné aussi. J'ai pris la source, je vous le dis. Voilà. C'est un langage que vous croisez de plus en plus fréquemment au sein des entreprises. C'est pas encore une norme non plus. Ok, bon, ceux qui ont entendu parler du Go ont certainement eu vent de cet aspect performance qui est assez mis en avant. Moi, ce qui va m'intéresser, je vous ai sorti un benchmark. C'est un benchmark qui prend 4 algos différents. Donc, bon, vous avez un algo qui, le NQuint, c'est pour les échecs. Voilà, c'est des algos très classiques. Hein. Vous avez de la multiplication matricielle, vous avez des grilles de Sudoku, et puis je crois que l'autre, c'est des interstices de tableaux. Enfin, voilà, c'est des choses qui vous permettent de vous donner un ordre d'idée. Je vous ai mis la source aussi, vous irez vous faire votre jugement, comme tous les benchmarks, là encore, ça c'est interprétable. Ce que je voulais vous montrer, c'était que bah, voilà, le C, c'est la référence. Vous êtes à une valeur de 1, et plus vous décalez sur la gauche, plus vous êtes lent. Sur la droite, pardon, excusez-moi. Donc là, on voit que le Go est dans les premières positions. Alors évidemment, on ne va pas rivaliser avec du Rust, on ne va pas rivaliser avec du C qui était la norme, on ne va pas rivaliser avec d'autres langages voilà, qui seront peut-être plus proches de la machine. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de voir que bah, déjà, on est relativement bien classé. C'est-à-dire que vous avez sous la main un langage qui est rapide et pour lequel bah, vous n'aurez pas forcément besoin d'optimiser tôt dans votre processus. D'accord ? Ok, donc là, quand je vous ai parlé de la syntaxe tout à l'heure, je vous ai pris un exemple qui me paraît assez révélateur, c'est que, ben, en fait, on peut tout à fait écrire une boucle for, donc une boucle voilà, classique, de 4 manières différentes. Donc le mot-clé est réutilisé, la logique reste la même. Vous allez voir que une fois qu'on a un peu compris comment ça s'utilise, bah, on peut tout à fait le décliner de ces 4 façons-là. Alors, il y aurait peut-être d'autres, hein, je ne suis pas rentré dans les subtilités, là ce que j'ai voulu vous montrer, c'était vraiment 4 fonctionnements assez différents. Le premier que vous avez certainement vu si vous avez déjà codé un programme, ça va être celui qui est en bas, là, ici. Ça va être la boucle la plus standard, c'est-à-dire que vous itérez entre une plage donc, de 0 à 9. D'accord, donc 10 valeurs, mais de 0 à 9. Et vous incrémentez avec un pas de 1. Celle-là, si vous avez fait un petit peu de programmation, vous l'avez forcément vu. Celle juste au-dessus, c'est pour itérer sur des tableaux. Alors en Go, on parle de slice, mais pour la simplicité, pour que tout le monde puisse suivre, je vais garder le terme tableau. Et le tableau, vous récupérez un index et une valeur. Vous pouvez récupérer que l'index aussi, mais voilà, sachez que ça s'utilise comme ça. Et puis, dans beaucoup d'autres langages, vous avez des boucles while, tant que. Voilà. Ça va être ce qu'on va voir sur celle en haut à droite, c'est-à-dire que bah, tant que vous n'êtes pas rentré dans la condition, vous continuez d'itérer. Le dernier, alors c'est pour les puristes en Go, si jamais voilà, vous avez déjà un petit peu codé et que vous êtes tenu un peu au courant de ce qui se passe, on peut désormais avoir des itérateurs, d'accord, avec le mot-clé yield. Vous pouvez itérer et donc ne pas transférer toutes vos valeurs dans un tableau, mais gérer vos valeurs une par une. Bon, j'en parle, c'est dans les dernières versions, si je ne dis pas de bêtises, c'est sorti au mois de février. Je me suis dit que je vous le mettrai pour avoir quelque chose à jour. Alors, il faut savoir que vous pouvez faire aussi une boucle infinie en mettant juste for et en mettant une instruction break à l'endroit où vous voulez sortir.
Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais sur les boucles for, c'est une des représentations assez typiques de, voilà, on a quelque chose avec peu de mots-clés, vous n'avez pas d'itérateurs compliqués voilà, sur vos maps ou je ne sais quoi, vos vecteurs, etc. Là, vous travaillez énormément, quasi exclusivement sur des boucles for. Ok, autre point, simplicité cette fois-ci, puisque je pense savoir qu'il y en a certains dans la salle qui ont fait du Rust. Le Rust est un système de gestion de mémoire extrêmement évolué, extrêmement bien pensé. Par contre, du coup, vous avez quand même une gestion de la mémoire à avoir, vous avez une complexité à ce niveau-là, vous avez faut une courbe d'apprentissage qui est beaucoup plus longue. Là, pour le coup, on se rapproche de ce qu'on a sur énormément de langages, Java, PHP, etc., qui est le ramasse-miettes, le garbage collector, selon comment vous préférez l'appeler. Et là, le but, c'est clairement d'avoir quelque chose de simple. On cherche à augmenter la productivité des développeurs. On ne fait pas en sorte qu'ils perdent du temps à essayer de gérer des choses très bas niveau. On leur offre un outil qui va le faire pour eux. Alors évidemment, avec un coût, hein, c'est ce qui explique en l'occurrence que le Go soit un petit peu moins performant que le Rust ou le C. Mais on réduit les erreurs. Par exemple, ça a été une des raisons de l'adoption du Rust par rapport au C sur les dernières années, c'est que Rust gère les erreurs d'allocation de mémoire de manière beaucoup plus efficace, même totalement efficace. Là, donc, ça va être le garbage collector qui va faire ces opérations-là. Et pour le coup, le garbage collector de Go est quand même assez optimisé. Il y a peu d'optimisation à faire dessus, c'est quand même assez performant de base. Vous pouvez toujours améliorer un petit peu les choses, mais dans l'idée, c'est vraiment pas un axe qu'on va creuser au départ. Et enfin, il y a quand même un système de pointeurs qui vous permet d'avoir une gestion plus fine de la mémoire si vous avez besoin de descendre. Les pointeurs, on les utilise régulièrement, mais vous pouvez arriver à faire des choses relativement performantes. Pour ceux qui, pareil, feraient du Go et auraient eu la nouvelle, là je crois que sur la 1.24 aussi, si je ne dis pas de bêtises, on a les weak pointers. Donc voilà, une notion que je ne vais pas développer ici, mais qui vient s'ajouter à cette gestion de la mémoire. Donc quelque chose de très simple, que vous pouvez complexifier si le besoin est là, mais de base, vous avez quelque chose de pragmatique pour commencer à travailler. Ok, bon celui-ci, on va y aller très rapidement, puisque là c'est quelque chose qui est assez intéressant en Go, mais voilà, pour lequel il n'y a pas une grosse complexité, c'est que par défaut, Go ne vous laisse pas créer et laisser des choses comme ça dans vos programmes, typiquement une variable que vous auriez déclarée qui serait utilisée nulle part. Le compilateur va vous dire, là, moi je ne compile pas parce que tu as laissé une variable. Alors on peut se dire au début que c'est chiant, excusez-moi l'expression, mais c'est... Voilà. Mais d'un autre côté, si vous reprenez votre programme 6 mois après, vous êtes bien content de ne pas avoir des noms de variables, de trucs, des commentaires qui sont commence, voilà, etc. Ça, il faut savoir qu'il y a pas mal de critères où, quand il détecte que quelque chose n'est pas utilisé, il va vous le faire remonter. Et là, après, c'est à votre à mes consciences de soit l'enlever, soit de vous dire, ah ouais, il y avait ça à rajouter, etc., etc. Il y a un outil pareil, donc là qui est compris dans Go pour formater vos codes sources. Donc avec le paramètre "-w", vous venez réécrire le fichier pour formater et avoir un formatage le même formatage pour tout le monde. Ça c'est pareil, c'est des choses qu'on voit sur d'autres langages aussi, mais qui pour moi vous permet d'avoir un code facile à lire quand vous l'exposez ou même pour vous plus tard. Ok, donc là, ça va être un des gros points forts de Go. Typiquement, l'erreur as value. Alors ça, dans les trucs pénibles, on ne va pas se cacher qu'au départ, quand on commence, le if, on vient tester la valeur de l'erreur, c'est assez lourd. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, vous allez retourner une erreur comme si c'était une variable, voilà, classique. Et vous allez la comparer avec nil. Nil, c'est l'équivalent de nul. Hein. Je ne vais pas rentrer dans la considération technique derrière de pourquoi ils ont préféré appeler ça nil que nul, mais sachez que là, on va pouvoir se dire que c'est plus ou moins la même chose.
Et donc le but, c'est de dire, bah, si on a une erreur de rempli, elle ne va pas être nulle, et dans ce cas-là, il faut la gérer. D'accord? Alors, je vous montre rapidement, je vais essayer de vous montrer un petit peu le code complet. Donc, est-ce que c'est assez gros là? Vous voyez bien? Non? Hop. Donc bon, je vous épargne un petit peu tout le contexte, hein. J'ai juste fait deux constantes. Le but du jeu, ça va être de savoir si une valeur est dans une plage. Voilà, rien de très compliqué. J'ai défini une erreur. Une erreur, elle va être définie à partir du moment où on lui ajoute la fonction, la méthode erreur. D'accord? Donc là, vous voyez que j'ai une struct, donc ça va être un ensemble de données, une struct qu'on retrouve ici, et pour lequel, bah, si on appelle erreur, elle va retourner les valeurs doivent être comprises entre deux plages. D'accord? Donc ça, c'est le morceau de code que vous avez vu tout à l'heure. Et en gros, ce qui va se passer, bah, c'est que si je lui passe -1 ici, bon, je pense que vous l'avez tous. Vous avez le message d'erreur qui va être affiché. D'accord? Donc là, ici, en fait, c'est automatique. Bon, c'est la fonction println qui fait des choses un petit peu plus évoluées que juste printer. Donc elle va aller rechercher, elle détecte que c'est une erreur, elle va aller rechercher le message qui a été défini. Mais on peut imaginer énormément de choses avec ces erreurs-là. Ça pourrait être une notification sur un canal, Slack, ça peut être renvoyer une réponse HTTP avec un code qui correspond. Je vous laisse imaginer, je pense que là, vous voyez un petit peu la portée. Le point positif, quand on se fait à l'idée qu'il va falloir la gérer avec des if, etc., c'est que quand vous ne mettez pas le if, au bout d'un moment, quand vous codez, il y a un truc qui vous gêne. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes devenu un peu maso et que vous vous dites, là, il y a quelque chose qui ne va pas, je rajoute le if, et vous êtes sûr de ne pas avoir d'erreur qui passe à la trappe. Parce que ça peut être un vrai problème quand vous avez des applications qui deviennent complexes. C'est que potentiellement, vous avez une valeur ou quelque chose qui n'est pas correct, qui va se propager, et là, potentiellement, c'est un problème assez grave. Ok, le module net de la librairie standard. Donc du coup, là, je vous ai mis un exemple de la puissance de la librairie. Je vous l'ai dit, ça vient avec énormément de choses, l'install de Go. Là, pour vous donner un exemple, c'est un serveur web. C'est-à-dire que demain, vous voulez faire votre site. Vous vous dites, bon, bah voilà, moi, je veux quelque chose de très simple. Je veux servir du HTML. Bon, là, je vous ai fait une réponse pour que ça tienne sur le slide, mais on peut imaginer des choses plus compliquées. Donc, on initialise un new serve mux. Donc, mux, c'est pour multiplexeur. Donc, en gros, c'est juste qu'on va attacher des routes dessus. Donc, ce qu'on va faire dessus avec la fonction handle, vous lui mettez votre verbe HTTP, get, post, etc. L'URL que vous voulez appeler. Et à ça, vous ajoutez la fonction qu'il faut rattacher dessus. Donc là, si vous venez sur la racine, vous allez rentrer dans cette fonction-là. Et cette fonction-là, elle prend deux paramètres. Alors, je les ai laissés W et R. Vous avez peut-être remarqué, en Go, on aime bien contracter énormément le nom des variables. C'est un conseil que je donne souvent, c'est... bon, vous pouvez, sur les choses très évidentes, mais la plupart du temps, nommer quand même vos variables avec des vrais noms, parce que sinon, ça devient vite... voilà. Pour tout ce qui est un peu technique, parfois, ça, on s'y retrouve. Mais alors, pour vos noms de variables, évitez les noms en une lettre, parce que ça devient très, très vite compliqué. Donc là, vous avez un élément dans lequel on va écrire le contenu de la réponse. Donc là, pour y écrire du JSON, ce que vous voulez. Et la request. Donc là, si on lançait ça et qu'on allait chercher la route, la racine, on pourrait récupérer le user agent, comme ça, de manière assez simple. Hein, vous voyez, vous prenez l'élément de request, le header, et puis après, vous allez chercher ce que vous avez besoin. Hop. Alors, ça, c'est un des... Alors, tout ça, librairie standard. Ce que je vous montre là, test unitaire, exactement pareil. On est toujours sur la librairie standard. Vous pouvez commencer à faire des tests unitaires de manière tout à fait honorable. Je ne veux pas dire que c'est ce que j'utilise de manière professionnelle, mais vous pouvez les utiliser sans librairie tierce. Vous pouvez déjà commencer à créer vos premiers tests. Je vous montrerai, il y a deux slides qui vont être assez proches. Je vais faire une petite démo pour les deux.
Donc là, pour le coup, je vous explique juste le code. On reviendra sur l'autre où c'est un peu plus élaboré. Mais en gros, si vous avez une fonction add qui prend 2 paramètres, qui fait une addition, vous connaissez le résultat. Je pense que là, c'est à la portée même de moi en mathématiques. Et vous venez tester si votre résultat correspond à ce qui est attendu. Si ce n'est pas le cas, vous relevez une erreur et là, vous venez mettre les deux valeurs. Telle valeur ne correspond pas à telle autre. Donc tout ça, vous n'avez rien installé, vous pouvez commencer à travailler avec déjà ça, et ça c'est des tests unitaires. Je trouve que c'est assez intéressant déjà de les avoir en termes de simplicité, c'est pareil, il n'y a pas de bagarre de développeurs à savoir moi j'utilise telle librairie, moi telle autre. Vous pouvez très bien commencer avec ça. Et alors ce qui est encore plus fou, enfin moi personnellement ce que j'ai trouvé bluffant quand j'ai commencé, c'était les benchmarks, d'accord ? Parce que là, c'est quelque chose que je ne connais pas sur d'autres langages. Alors après, si je me trompe, vous m'excuserez, mais je n'ai pas connaissance d'avoir des langages qui vous permettent d'avoir des benchmarks au sein du langage et de manière aussi simple. Donc là, c'est pareil, je vais revenir un petit peu sur mon éditeur de code. Mais dans l'idée, si on a toujours une fonction simple avec des sommes, bon, l'idée, c'est d'en comparer deux, hein, souvent, mais on va voir un petit peu ce que ça donne. Vous pouvez avoir l'ordre d'idée de la consommation de votre algo. D'accord. Alors, comment ça se schématise tout ça? Hop. Donc, pour représenter ça, je vous ai pris la suite de Fibonacci. Alors bon, je suis désolé, je n'ai pas été très original, mais au moins, on passe un petit peu rapidement sur le code. Vous savez potentiellement, si vous l'avez croisé, que souvent, on l'écrit de deux manières différentes, une itérative et une récursive. Voilà, donc la récursive en premier, celle qui n'a pas voilà, et itérative derrière. Donc voilà, vous retrouvez un algo relativement simple. Et ici, on vient écrire des tests. Donc, quand on écrit nos tests, on vient souvent les séparer dans un fichier à part. Ça évite, de polluer le code. Donc, vous avez le fichier underscore test à côté. Et là, je ne l'ai pas fait, mais on peut mettre libtest. On met un package voilà, pour segmenter. Ce n'est pas pris dans la compilation. Bon, pour ceux qui connaissent, je vous encourage à le faire. Donc, le test unitaire, voilà, donc là, je l'ai réécrit. Alors, je l'ai réécrit pour comparer mes deux fonctions. Évidemment, en test unitaire, on ne va pas forcément travailler comme ça, mais ça pourrait être un test quand même. Donc, je lui passe le même élément et je veux vérifier que mes deux fonctions retournent bien la même chose. Et j'ai écrit, alors ça c'est la nouvelle façon d'écrire, donc je crois que c'est la 1.24 aussi, si je ne dis pas de bêtises, c'est relativement récent, mais peut-être que là encore il faudra voir, je n'ai pas le changelog sous les yeux. Mais vous pouvez carrément écrire b.loop, voilà, maintenant c'est totalement géré, et vous passez donc votre fonction avec un paramètre, celui que vous choisissez. Alors effectivement pour la suite de Fibonacci, évitez d'aller taper trop loin, enfin voilà, choisissez le paramètre qui vous plaît, mais prenez le même pour pouvoir comparer des choses comparables. Et si je lance tout ce petit monde, hop. Ok, je vais commencer par le bas parce que c'est le test unitaire. Donc là, on voit qu'il est passé, il est en OK. S'il y avait une erreur, il nous aurait ressorti l'erreur qu'on a vue tout à l'heure. Il nous donne le taux de couverture. Donc ça, c'est assez ouf parce que vous avez déjà une idée du taux de couverture. Alors là, si on n'est pas à 100%, c'est parce que, je ne sais pas si vous avez fait attention sur la suite de Fibonacci, on gère les valeurs 0 et 1 différemment. Puisqu'en fait, on ne va pas les calculer, on sait déjà que ça sera 0 et 1, puisqu'on vient chercher le énième élément. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas à 100%, je ne me suis pas amusé pour ne pas polluer le truc. Et alors, ce qui va nous intéresser pour les benchmarks, ça va être ce qu'on va avoir là. C'est-à-dire que là, vous avez le nombre complet d'opérations qui a pu être effectuées pendant le même laps de temps, c'est-à-dire que là, avec le b.loop, c'est le runtime qui vient gérer ça, et lui, il va utiliser une constante qui va être la même pour tout le monde. Donc, on voit que l'itérative a été exécutée beaucoup plus de fois. Vous avez le nombre d'opérations par nanoseconde, donc on voit à peu près 8 pour une itérative, pour 380 pour la version récursive. Je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi la version récursive est plus lente. Peut-être qu'il y en a certains qui ont une idée, d'ailleurs, si vous voulez en parler autour de la bière, ça m'intéresse aussi d'avoir vos
vos idées, mais bon, voilà, on en parlera ailleurs. Et là, alors c'est pas un bug, c'est pas que ça marche pas, c'est pas que il y a pas de voilà, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre l'allocation. Alors je vais rentrer dans des détails techniques, c'est vraiment pour que vous ayez l'explication, mais c'est pareil, on creusera en off si vous voulez. L'idée étant de considérer la mémoire qui est réellement consommée, la mémoire qui est mise dans le garbage collector. D'accord. Si vous avez rien qui est mis dans le garbage collector, c'est normal que ça soit à 0. L'explication superficielle. Là, nous, on n'a rien mis, on n'a pas déclaré de pointeur, etc. Donc, du coup, c'est pas déconnant. OK. Alors, le dernier point, certainement celui pour lequel, qui rime beaucoup avec la performance, quand on entend parler du Go, en fait, c'est la performance, mais c'est aussi la performance par rapport à quelque chose de bien spécifique, c'est la gestion de l'asynchrone. Alors la gestion de l'asynchrone, j'allais l'appeler un schéma, mais non, j'ai fait une représentation visuelle pour que tout le monde puisse voir un petit peu comment on schématise ça. Donc le traitement synchrone, c'est celui certainement que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire que vous enchaînez les tâches les unes à la suite des autres. D'accord. Si vous avez 3 tâches à faire, vous devez attendre que la première soit terminée pour lancer la deuxième, etc. etc. Le traitement asynchrone, alors par abus de langage, certains parlent de traitement parallèle. Je ne vais pas rentrer dans les différences, mais voilà, sachez que bon, je préfère vraiment parler d'asynchrone, mais si vous voyez la notion de parallélisme, bon, pas lancer ça maintenant. Mais dans l'idée, voilà, vous lancez des tâches à des moments divers et vous n'êtes pas lié à la fin d'une tâche pour en lancer une autre. D'accord ? Donc ça, c'est pour la vision superficielle un petit peu de ce que c'est que le synchrone et l'asynchrone. Et pour illustrer ça, donc les goroutines, on va reprendre un petit peu de code. Hop. Voilà, je vous ai fait donc ce petit programme. Alors, c'est un truc tout bête. Pour schématiser un processus lent, je le fais attendre une seconde. D'accord, c'est des exemples que vous voyez souvent quand vous voyez les goroutines. Voilà, ces traitements lourds, on va le schématiser comme une attente d'une seconde. Ensuite, la fonction main, donc c'est celle que je vais lancer, c'est celle qui va lancer 2 fonctions, donc une sans goroutine, une avec. Donc la version sans goroutine, elle lance un timer, elle va lancer 3 traitements lourds et elle va printer dans la sortie standard le temps que ça a pris. Et la version avec goroutine, elle va faire la même chose au niveau du timer. Alors je lui déclare comment je vais appeler ça pour rester un peu précis, mais voilà. En gros, je vais lui déclarer un pool de goroutines. D'accord. L'idée étant de dire, voilà, un programme asynchrone, on va détacher les goroutines. Donc du coup, on perd le focus si on ne le fait pas. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que vous lui indiquez le nombre de goroutines que vous voulez lancer, et après vous dites quand c'est terminé. D'accord. Donc là, je lui dis, moi je vais en lancer 3. Vous avez noté que ici, j'ai placé le mot-clé Go, d'accord, et j'ai déclaré une fonction anonyme. Les fonctions anonymes, fonctions sans nom, c'est juste pour faire quelque chose dans lequel je peux faire tenir 2 lignes comme ça et qui reste assez lisible. Et donc, vous voyez, une fois que le processus est terminé, moi, je lui indique, je lui dis processus terminé. Et dans ce cas-là, il termine le groupe d'attente, le pool. Donc là, je le lance 3 fois et j'attends que les 3 soient terminés. Et donc, si j'exécute ça, alors, hop. Donc, la version sans goroutine a pris 3 secondes, la somme voilà, des 3 traitements d'une seconde. Et la version avec les goroutines a pris 1 seconde. Alors c'est arrondi, parce que là, il y a des chiffres derrière la virgule, on est à la nanoseconde, donc forcément, à l'échelle de la seconde, on va être mais bon, supposons que, voilà, on peut quand même comprendre que s'ils sont lancés quasiment en même temps, elles vont se terminer quasiment en même temps, on a 1 seconde de traitement, donc du coup, ça fait 1 seconde. Ok.
Alors, je vais commencer à arriver dans les conclusions, puisque là, on a vu pas mal de choses. Alors oui, bon, bah, le Go, c'est chiant. C'est chiant, mais c'est bien. Parce que bah, je pense que vous avez commencé à voir un petit peu bah, toutes les possibilités de base offertes par le langage, toute la stabilité et les outils qu'on vous donne pour commencer à construire des applications bah, fiables, pour lesquelles vous avez peu de cas de figure, quand je parlais de prédictibilité au début dans les adjectifs, peu de cas de figure qui vont sortir, puisqu'en fait vous gérez vos erreurs, vous avez une lecture du code qui est simple, donc la plupart du temps, voilà, vous pouvez vous approprier un code Go relativement facilement. Et bah, globalement, la vie de développeur, deuxième petite histoire triste, bah, c'est pas toujours que du fun. C'est pas toujours que aller là où la hype nous emmène. C'est aussi bah, parfois respecter voilà, un cahier des charges et faire en sorte de livrer à temps. Et pour ça, bah, la meilleure façon de faire, bah, c'est d'être pragmatique, c'est d'aller droit à l'essentiel. Et c'est surtout bah, voilà, de concevoir des logiciels avant de satisfaire une certaine forme d'ego de développeur. Bon, je voulais pas une conclusion trop nihiliste et voilà, et vous dire que ce métier était chiant, etc. Donc, j'ai quand même planché sur une petite transition plus optimiste, parce que c'est vrai que si vous êtes en entreprise, bah, si vous êtes face à un client, ce pragmatisme, c'est aussi ce que vous devez incarner. Par contre, votre vie de développeur ne s'arrête pas uniquement à vos projets pro. Et bah, du coup, j'ai décidé de voir un petit peu ce qui nous stimulait quand même au quotidien. Et alors là, bon, je vais paraphraser Dan McKinley, ceux qui ont écouté au début, remémore peut-être le personnage, c'est celui qui le premier a parlé du boring, de l'ennui dans le développement. Et bah, il venait avec une phrase, pardon, excusez-moi, il venait avec une phrase, si je traduis grossièrement, le bonheur est dans le déploiement. C'est-à-dire, trouver de la satisfaction à construire des choses, faites évoluer votre logiciel, ayez les retours utilisateurs et prenez-les en compte pour arriver à faire évoluer les choses. Si je prends le pendant inverse, je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette situation-là où vous travaillez sur des logiciels qui passent énormément de temps en développement et tout ça, où vous ne savez pas trop si ça va plaire, si ça va... Voilà. Là, l'idée, c'est vous mettez votre code à disposition, c'est éreinté, etc., par vos utilisateurs. Et je trouve que c'est un des points qui est extrêmement juste. Parce que quand bah, vous arrivez à livrer bien, vite et de manière satisfaisante, tout le monde est content, que ce soit vos utilisateurs, que ce soit votre patron ou votre client, que ce soit votre équipe si vous êtes lead. En fait, l'immobilisme, parce que bah, voilà, les choses évoluent pas, bah, c'est rarement stimulant, pour le coup. C'était un peu la présentation des paradoxes aussi. Hein. Je ne l'ai pas mis trop en valeur, mais vous voyez qu'il y a énormément de paradoxes quand on commence à parler de ce thème-là. Deuxième paradoxe, bah, faites de la veille. Allez chercher la hype quand même, parce que bah ouais, des fois, c'est quand même intéressant de se tenir au courant. Je ne suis pas anti-hype, il y a des solutions innovantes qui sont très intéressantes. Je pense que le Go, quand il est sorti, était considéré comme quelque chose voilà, qui était de la hype. Donc faites votre veille. Si vous avez la chance d'être dans une entreprise qui vous laisse du temps, bah, c'est parfait. Si jamais ce n'est pas le cas, bah, intéressez-vous soit à comment dire, des technos que vous croisez au boulot, soit ailleurs. Ça sera toujours bien pour vous construire comment dire, un esprit critique, etc. par rapport aux différents logiciels que vous utilisez. Et puis, bah, le dernier conseil que je voulais donner, c'est varier vos compétences. C'est vrai que tous ces conseils ils vont un petit peu en opposition. Alors pas complètement par rapport au fait que bah, voilà, il faut maîtriser ces outils, mais d'un autre côté, quand vous les avez maîtrisés, bah ouais, si vous voulez continuer à être un peu stimulé par ce métier, le but du jeu, ça va d'aller, si vous faites du front, aller voir un petit peu ce qui se fait en back, vice-versa. Vous intéresser au mouvement DevOps, pour ce qu'il est réellement, du développement et de l'Ops, de l'opérationnel. De la sécurité, c'est un thème sans fin. Enfin, voilà, clairement, pour tous les développeurs, c'est souvent... enfin, ça peut être le parent pauvre. Voilà, on sait développer. Par contre, bah, on ne comprend pas forcément bien comment ça marche et la sécurité, ça passe par là.
la data, la gestion de projet, l'enseignement. En vrai, là, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. C'était tout ce que moi me passait par la tête. Mais en gros, toutes les compétences annexes que vous pouvez avoir dans ce métier et bah, voilà, qui vont continuer de vous stimuler, de faire que vous avez tous les jours envie de progresser dans votre métier et de continuer à coder. Alors, je suis comment en temps là? Je suis bien? Ouais, mais je ne sais plus à quelle heure on a commencé. Ok, bah alors je prends 5 minutes très rapide, je l'avais gardé sous le coude. Quand je vous ai parlé de la librairie standard, avec le serveur. Si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que nativement, dans la librairie, vous pouviez avoir un serveur web fonctionnel. Alors, il faut savoir que vous avez quand même des frameworks. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire tout avec la librairie standard. Ils l'ont mis à jour récemment et je peux vous dire que le choix du framework est à confronter. C'est-à-dire que, en fait, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Un framework qui va vous imposer un certain cadre. Parfois, ça peut être intéressant de se dire est-ce qu'on a besoin de tout ça? Là, ce que je voulais vous montrer, c'était l'exemple in situ, du coup, donc du serveur web. Et pour interroger ce serveur web et voilà, vous présenter un petit peu de code, je vous ai fait un client pour vous montrer aussi que voilà, on a le serveur d'un côté, mais on peut faire un client relativement simple en HTTP de l'autre. Et sachez que là, j'ai pris des exemples que je voulais un petit peu génériques avec du HTTP, mais on peut faire énormément de choses. Voilà, peut-être avec des librairies, tout n'est pas natif, mais on peut faire énormément de choses au niveau réseau en Go. Ces outils de client-serveur sont particulièrement faciles à coder en Go. Ceux qui font du gRPC, ceux qui font des choses comme ça, voient peut-être de quoi je parle. C'est vraiment des choses qui sont démocratisées beaucoup avec le Go. Alors évidemment, hein, je ne dis pas qu'il n'y a que le Go, mais sachez que ça s'y prête. Donc, je vais repasser rapidement sur le serveur pour que tout le monde ait bien en tête. Donc, le nom le verbe HTTP, son URL, le port sur lequel on va faire tourner le serveur. On va, si jamais il y a une erreur, par exemple, si le port est déjà pris, vous savez que vous ne pourrez pas lancer votre serveur. On va loguer l'erreur et on va la retourner dans le terminal. Je vais le lancer en terminal. Sachez que du coup, ça permet d'avoir une fermeture propre du programme quand même. C'est-à-dire que vous n'avez pas quelque chose qui plante et vous ne savez pas ce qui s'est passé. Hop, alors. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un slide que j'ai dû enlever parce que j'avais peur d'être short. Go est un langage compilé. D'accord. Donc, je vous ai dit, on passe par une étape où on va créer un exécutable en passant du code source en code machine. Sachez que vous pouvez l'utiliser comme langage de script. Ça se fait de plus en plus. Comme je vous disais, Go compile vite. Donc, vous pouvez très bien vous faire des petits scripts. Hein. Moi, j'en ai pour mes tests unitaires, pour des choses comme ça. Pour mes tests end-to-end, pardon. Pour des choses comme ça, ça peut être relativement facile de vous faire des scripts que vous lancez avec je vais essayer de zoomer un petit peu. Ah, je peux pas. Avec la commande go run. D'accord. Donc, là, je vais lancer mon serveur. Hop. Alors, j'ai pas mis de message. On peut mettre des messages parfois sur voilà, le serveur écoute sur le port 9000. Là, il est lancé. Je vais lancer donc mon client de l'autre côté. Tac. Ok, donc là, j'ai lancé donc l'appel. Je vous le montre ici. Donc là, localhost 9000. On a une fonction get qui va lancer tout bêtement un appel get sur notre serveur. Je ne vais pas rentrer dans le fonctionnel vraiment du defer. Sachez qu'on vient lui dire de lancer une fonction à la fin de la fonction. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. En gros, on vient lui dire, la lance pas tout de suite. Par contre, dès que la fonction va se terminer, je voudrais que tu me la lances.
Ça permet de ne pas oublier, ça permet voilà, d'être sûr que quand on ouvre quelque chose, on le ferme. Là encore, c'est un peu de la simplicité, du pragmatisme, de se dire, bon ben voilà, on ouvre quelque chose, on le referme, et on ne se prend pas la tête de savoir si c'est refermé en fin de fonction 10 000 lignes plus tard. Donc là, je vous ai printé le statut, donc 200 OK. Donc tout ça, c'est dans la réponse, hein, d'accord. Vous recevez une réponse, vous recevez une erreur. Et, merci. Et le contenu de la réponse, je le récupère et je l'affiche. Et donc là, bah, vous voyez, hein, la réponse, le statut est en 200 OK. Et on a récupéré l'agent qui a envoyé dans le header, ce que je vous ai montré tout à l'heure, on a récupéré le nom de l'agent, donc là, go HTTP client 1. Et bah écoutez, je crois que pour le coup, on va pouvoir passer aux questions. Petit remerciement bah, d'ailleurs au Concamp, hein, de manière générale. Bon, Thomas n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, il sera sur la vidéo. Et donc, merci Alexis pour tes retours et pour l'invitation. Et puis Guilhem, s'il la voit sur Internet, il saura se reconnaître pour vos relectures aussi, puisque voilà, j'ai eu une chance d'avoir quelques retours pour ce talk. Je vous laisse passer aux questions. Ok, j'ai une question facile. J'ai vu, c'est la slide numéro 6, j'avais vu le mot-clé error, je ne sais pas si c'est un type de retour. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que l'erreur peut être soit quelque chose, soit nil, soit rien? Comment est-ce qu'on s'en sert? J'ai vu que tu avais déclaré ta propre erreur dans le code. Est-ce qu'il y a une façon de déclarer des erreurs custom en Rust? Et est-ce que, ça fait beaucoup de questions, quand on renvoie un type, mettons, est-ce qu'on peut dire cette fonction va renvoyer soit tel type, soit une erreur? Comment ça marche en Go? Ok, alors c'est une très bonne question. C'est vrai que les erreurs, en vrai, si on doit rentrer dans le détail, ça prendrait énormément de temps. On peut faire beaucoup de choses. Je vais reprendre ce que tu m'as dit d'ailleurs en premier sur error. Donc là, error, ça va être une interface. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais donc dans l'idée, tout ce qui va avoir la fonction error, celle que je vous ai montrée tout à l'heure sur le code. Je vais reprendre d'ailleurs mon code, ça va être peut-être plus pertinent. Hop. Ici, à partir du moment où vous déclarez une fonction qui correspond à une interface, en Go, l'interface est implémentée. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de mots-clés, parce que bah, vous n'avez pas du implement en Java, par exemple, je crois, de mémoire. Vous n'avez pas, comme dans beaucoup d'autres langages. À partir du moment où vous respectez le contrat, bah, il n'y a pas de raison que vous le disiez. De toute façon, qui peut le plus, peut le moins. Donc, voilà. Donc là, c'était très juste. Donc on utilise quasi exclusivement, je n'ai pas eu connaissance de gens qui retournent des types d'erreurs explicites. Tu vois, typiquement un wrong input error directement. On pourrait, hein, fonctionnellement, ça marcherait, mais c'est vrai qu'on va avoir tendance à utiliser l'interface et à utiliser le retour tel que bah, voilà, la personne qui a conçu le type l'a choisi. Alors là, je vous ai montré la version un petit peu plus chiadée des erreurs. Vous savez que vous pouvez tout à fait faire aussi quelque chose comme ça. Alors, je vais le faire en mode errors new, toc, voilà. Là, vous pouvez tout à fait déclarer des erreurs un petit peu plus bas niveau, basique, pas bas niveau d'ailleurs, mais plus basique, où vous mettez juste un message. Ça vous évite de redéclarer à chaque fois si vous avez juste... après, vous pouvez déclarer des erreurs un peu haut niveau. Moi, c'est ce que je fais souvent quand je travaille sur des serveurs HTTP, parce que bah ouais, une erreur de validation, ça ne va pas être le même code qu'une erreur je sais pas, de métier ou je ne sais quoi, ou même une erreur d'authentification ou d'autorisation. Donc du coup, j'ai tendance à les redéfinir pour pouvoir les utiliser sur mes API notamment. Alex, pas de questions? Moi, c'est plus une remarque, et je te passe le micro après. C'est effectivement, moi, je sais qu'en commençant en Go, un des trucs qui m'a étonné, c'est déjà que les fonctions retournent plusieurs valeurs.
c'est pas si habituel que ça, des trucs qui te renvoient deux valeurs qu'il faut catcher avec un compilo qui dit attention, ça renvoie deux trucs, si tu ne catches pas les deux, c'est que tu as raté un truc. Et que effectivement, généralement, ça retourne soit la valeur que tu attends, soit une erreur. Et c'est là où ça commence à être très barbatif, c'est toutes ces fonctions où à chaque fois tu catches l'erreur, le retour. Ok, est-ce que j'ai une erreur ? Je fais un truc, et si j'ai pas d'erreur, du coup, je traite la valeur attendue. Et c'est vrai que c'est la multiplication de ces trucs-là qui, au départ, on fait dire notamment, c'est un peu chiant. Alors juste par rapport à ça, parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis, il y a une RFC, si je ne dis pas de bêtises. Donc une RFC, c'est une proposition dans le langage qui a été proposée pour la 1.24, si je ne dis pas de bêtises. Bon là encore, c'est pas très grave. Mais en gros, c'était d'écrire les retours d'erreur avec quelque chose comme ça en fait. Typiquement, donc là, ça faisait. Alors là, ça va pas avoir beaucoup de sens parce que, mais en fait, vous retourniez l'erreur. Je crois que c'était ça la RFC. Donc là, il faut savoir qu'on est au plus haut niveau du programme, mais souvent on fait remonter les erreurs. La boucle, la condition, pardon, que vous allez utiliser souvent, c'est si vous avez une erreur, vous la remontez et vous remontez comme ça dans la pile d'exécution. Donc, il y avait une RFC qui avait proposé de pouvoir écrire ça comme ça, donc juste le point d'interrogation, ce qui, d'un point de vue syntaxique, est beaucoup plus léger. Mais il y a eu des discussions, je vous laisserai aller voir si vraiment vous voulez vous ennuyer. Non, je plaisante. Si vraiment ça vous intéresse, il y a eu des discussions et potentiellement, ça n'est pas passé. Donc peut-être qu'à terme, on aura du sucre syntaxique un peu comme ça. Mais pour l'instant, effectivement, il y a ce côté un petit peu lourd, on ne va pas se mentir, de réécrire à chaque fois le return error comme ça, pour faire remonter l'erreur tout en haut. Salut, merci pour le talk. Moi, j'ai une question par rapport au fait que en entreprise, souvent, on est confronté à de la programmation orientée objet. Et Go, c'est des structures, des structs, et on peut rattacher des fonctions aux structs. On a aussi le concept d'interface. Et je me demandais quel conseil tu aurais pour les gens qui travaillent en faisant de la PO toute la journée pour passer à comment tu te débrouilles pour modéliser ce que d'habitude tu fais des classes, de l'héritage et plein de trucs liés à la PO. Comment tu t'y prends pour modéliser du métier en Go ? Alors, en fait, c'était un des slides que j'ai enlevé pour être sûr de coller dans les temps. Il y a un mécanisme de composition. D'accord ? Donc, la composition, c'est par exemple, si je prends, je ne vais pas le coder là parce que ça me prendrait trop de temps, mais si je prends un employé, voilà, et donc une struct employé, une struct personne qui aura un nom, un prénom, avec son getter, nom, prénom, que je place cette personne dans l'employé, je vais pouvoir accéder aux fonctions nom et prénom. Aux fonctions, d'accord ? Donc là, on se rapproche quand même de ce qu'on peut faire. C'est vrai que, comme je disais, le langage Go, il n'y a pas d'héritage complexe, d'accord ? Il n'y a pas tout ça. Par contre, on peut faire des choses extrêmement puissantes parce qu'avec la composition, alors on ne parle pas d'héritage multiple, mais on peut composer avec plusieurs objets, plusieurs structs. C'est vrai qu'on parle de struct vraiment parce qu'il y a ce côté programmation orientée objet qui est un petit peu différent, donc on ne veut pas abuser du langage. Moi, personnellement, pour répondre à ta question, puisque c'est vrai que d'un point de vue pro, c'est intéressant, moi, je n'ai pas constaté que c'était un frein à ce que je faisais, à ce que je designais. Par contre, j'ai constaté que j'avais tendance à moins pousser les héritages, à moins chercher des structures complexes. Alors, est-ce que c'est une déformation de mon évolution en tant que développeur, où je me rapproche, comme je disais, peut-être un peu plus de ces philosophies KISS, etc. Ou est-ce que c'est le langage qui m'a un peu orienté comme ça? Je ne peux pas te dire. Par contre, je sais que c'est tout à fait possible de faire à peu près ce qu'on fait sur les autres langages avec l'héritage. Ok, merci. Eh bien, merci à toi. Et je voulais juste revenir sur le point que Go, c'est ennuyant. C'est vrai que toute la journée, et depuis 3 ans maintenant j'en fais, mais voilà, au bout d'un moment on fait le tour. Mais
Comme tu dis, le langage devient de plus en plus populaire. Il y a beaucoup de communautés autour. Et du coup, le fait que les versions soient publiées tous les 6 mois avec des releases fréquentes, avec le support des développeurs pour demander ce qu'ils ont besoin, notamment ce problème de retour d'erreur. C'est vrai que le langage évolue assez rapidement et dans le bon sens. Et du coup, c'est ça qui peut être une source je cherche mes mots. De stimulation. Une source de stimulation, tout à fait, pour pouvoir tester les nouvelles features du langage. Il y a par exemple des choses dans les tests que tu n'as pas mentionnées, mais qui sont un peu plus poussées, comme le fuzzing. Ouais. C'est des choses qu'on ne voit pas dans d'autres langages pour rajouter un peu de chaos dans les tests et tester d'une autre manière notre code. Il y a plein de choses à explorer et qui ne sont pas utilisées par beaucoup de développeurs, mais à explorer pour pouvoir s'amuser aussi d'une autre manière. Ouais, alors c'est très juste et très intéressant parce qu'en fait, ça se voit que la communauté Go est très active. Je pense que certains ont entendu parler d'ailleurs le moteur de TypeScript pour la compilation a été réécrit en Go. Ça a été vendu comme du x10 en termes de perf, etc. On s'aperçoit quand même qu'il y a cette... C'est pour ça que j'ai un peu volontairement pris cet index TIOB qui était un peu flatteur, on ne va pas se mentir, mais parce que c'est quand même quelque chose qui s'ancre dans l'air du temps. Et qui ne va pas forcément manger sur les plates-bandes qu'on penserait. C'est vrai que souvent, on a tendance à opposer Rust et Go, par exemple, alors qu'en fait, ils sont très complémentaires. Ce n'est pas du tout des langages qui font la même chose. Donc du coup, non, c'est très juste ce que tu dis. Moi, c'est une communauté qui est très accessible. Il y a un Slack sur lequel vous pouvez poser des questions. Il y a une communauté francophone, il y a une communauté plus internationale. Il y a un code source qui est très facilement lisible. Alors, je n'ai pas pu rentrer dans le détail sur le gestionnaire de package, mais en gros, vous descendez un package, vous pouvez aller voir le code source, vous pouvez naviguer dedans, votre éditeur s'y retrouve. Enfin, vraiment, c'est une panacée. Et ça, avec un langage qui, comme je vous l'ai dit, est relativement simple à comprendre. Alors évidemment, en disant ça, il y a une courbe d'apprentissage comme n'importe quel langage, mais qui est clairement pas celle du C ou d'autres langages plus bas niveau, quoi. Non, tout à fait, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Après, on revient souvent au plus simple, même si on a l'héritage avec des interfaces et plein de manières d'architecturer le code. Au final, on revient au plus simple et on se rend compte que lire du code facilement, comme si c'était du C, c'est assez pratique et assez agréable à lire, même à revoir pour les autres sur un projet de groupe. Non, c'est très juste. Et pour le fuzzing, alors pour ceux qui ne savent pas, le fuzzing, le but, c'est de lancer sur un temps limité tout un tas de valeurs. Par exemple, si vous voulez tester votre code pour être sûr que il n'y ait pas de valeurs qui viennent coincer, vous lancez des tests de fuzzing. Et effectivement, comme le faisait remarquer Alex, c'est quelque chose qui est natif aussi. Je ne voulais pas tous les présenter, j'ai pris les benchmarks et tests unitaires parce que c'est vrai que c'est très juste. Hein, le fuzzing, c'est très intéressant et je crois que ça fait 3 ans, quelque chose comme ça, je crois que c'est présent. Ouais. J'aimerais bien parler de ce qu'on ne demande pas à Go, en l'occurrence, dans ta présentation, c'est-à-dire la perf, et les limites de la perf, parce qu'il me semble que tu me l'avais évoqué au sujet de la gestion de la mémoire, les pointeurs versus faire confiance au garbage collector. Et en fait, ça touche à la critique principale que j'ai entendue sur Go, parce que chez Clever Cloud, en fait, ça avait été mis à l'essai, et puis ils avaient préféré passer en Rust pour faire de l'outillage en Go. Et le patron de Clever Cloud, donc Quentin Adam, qui est virulent et qui dit que les concepteurs de Go ne savent pas ce que c'est qu'un garbage collector et qui a des opinions très fortes, qui sont peut-être justifiées aussi. Mais la question, c'est est-ce que dans ton métier, tu touches à ce genre de limites de performance ? Ou alors, à quoi ça ressemble, les techniques que tu utilises? Donc, est-ce que c'est important ou non, finalement, dans ton quotidien? Et ça, c'est peut-être une autre question. Est-ce qu'il y a des situations où on peut avoir des fuites de mémoire?
Ok, alors je vais traiter les deux questions. Je vais essayer d'être rapide parce que c'est des sujets qui sont hyper intéressants. Je pense qu'on en parlera autour d'une bière. Alors, moi, mon métier principalement, effectivement, c'est pas de la haute performance, c'est pas tout ça. Je sais que la critique qui est souvent faite, c'est ce fameux garbage collector qui, en fait, a un mécanisme. Alors, on en a peut-être déjà entendu parler parce que c'est quelque chose qu'on croise ailleurs, mais qui s'appelle le Stop the World. En gros, c'est un moment où, en fait, il vient couper tout ce qui se passe dans le programme. Il regarde l'état de la mémoire et il fait ses opérations. Voilà. Et ce truc-là est incompressible. Il fait suer la plupart des développeurs qui sont dans des échelles de performance extrêmement basses. Moi qui travaille sur des API et qui travaille de manière assez générale sur des systèmes où la performance, ça va être les problèmes de réseau, ça va être les problèmes de base de données, ça va être... Disons que le langage en lui-même, comme je disais, est suffisamment rapide pour que ça intervienne très tard. Les problèmes de performance auxquels je suis le plus confronté, c'est mes propres mauvaises architectures de code de résolution de problèmes. Sur une vision très bas niveau, là, je serais incompétent pour répondre parce que clairement... je ne suis pas étonné de ces problèmes-là. On ne mettra pas du Go avec de l'embarqué, par exemple, ou ce genre de choses avec des spécificités particulières. Je ne vous l'ai pas montré, mais quand vous compilez un programme, vous vous retrouvez avec un exécutable qui doit faire une trentaine de mégaoctets. Ce qui est assez énorme. Si vous avez déjà fait du C, vous savez que normalement, c'est beaucoup moins que ça. En gros, tout le contexte d'exécution vient avec. Et c'est portable. Vous compilez pour du Windows. Vous envoyez ça sur Windows et terminé. Ce n'est pas du tout aussi... on a un trade-off, on a un échange entre guillemets entre différents trucs qui font qu'effectivement c'est performant. C'est certainement pas le langage le plus performant, ça c'est clair. Mais après pour des raisons qui vont passer au-dessus de la tête de, je pense, beaucoup de développeurs. J'entends du profil du mien, des gens qui travaillent sur de l'applicatif.